Bonjour tout le monde, bienvenue à ce talk, on va parler de mutation testing. Du coup, juste avant de commencer, un petit mot sur moi. Donc, je m'appelle Loïc Michel, je suis développeur Scala, je bosse chez Criteo. Je suis aussi organisateur des Human Talks, un super meet-up parisien qui organise entre autres cet événement. Tous les deuxièmes mardis du mois, c'est génial, venez. Il y en a dans pas mal de villes, donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas parisien. Sinon, j'essaie de faire du code qui marche et je m'intéresse à pas mal de sujets, notamment à programmation fonctionnelle, domain-driven design et un peu plus récemment, mutation testing, et c'est ce dont on va parler. Donc a priori, qui est développeur dans la salle? Ouais, bon, tout le monde, d'accord. Et donc, quand tu es développeur, souvent, en tout cas, c'est ce que j'aime me dire, on essaie de faire du bon code. Du bon code, c'est compliqué parce qu'on n'est pas tous d'accord, on sait pas trop ce que c'est, et même si on n'a jamais été d'accord, on sait pas trop comment y arriver. Mais du coup, je pense qu'un minimum de choses où on peut se mettre d'accord sur le bon code, c'est que, a priori, c'est du code qui a pas trop de bugs. Et du coup, pour éviter les bugs dans le code, un bon moyen, forcément, c'est d'écrire des tests. Et donc des stratégies tests, il y en a plein, à plein de niveaux. Donc on a à la base des tests unitaires qui sont des petits tests qui vont tester juste un petit morceau de code fonctionne bien. Et du coup, on va le faire un peu de partout et le code est censé fonctionner à peu près bien de partout. Ensuite, on va avoir les tests d'intégration au-dessus qui vont vérifier que des systèmes échangent bien entre eux, c'est-à-dire que le code en lui-même fonctionne, mais est-ce qu'il est capable de dialoguer avec un système externe comme une base de données, un service externe ou autre. Et puis après, au-dessus de ça, on va avoir des tests d'intégration, des tests UI, qui vont permettre du coup de vérifier que l'utilisateur, quand tu fais une action, il a bien le bon retour, peu importe ce que ça met ce que ça exécute derrière là-dessus. Donc ça, on est tous assez familiers, en tout cas j'imagine, de ces types de tests. Après, des tests un peu plus avancés des fois, donc des tests de charge, pour voir jusqu'où notre application peut monter, comment elle va se comporter, est-ce que les performances vont lentement se dégrader, est-ce qu'elles vont se dégrader d'un coup, est-ce que ça va péter, est-ce que les utilisateurs vont juste avoir des réponses un peu plus lentes, et ainsi de suite. Et avoir tous ces métriques-là, donc quand on veut pousser un peu plus les choses. Et puis si on veut pousser encore un peu plus, on a des tests Chaos Monkey, c'est-à-dire on va éteindre des composants en prod ou injecter des erreurs en prod en espérant que le système continue de marcher. Donc ça, bien sûr, on y va lentement et on regarde bien. Mais grosso modo, on a vraiment une énorme panoplie de tests, et j'en oublie plein ici, pour vraiment tester nos applications. En fait, on teste pas pour tester, c'est pas le plaisir du test. Le but de tous ces tests-là, c'est d'avoir du code qui marche et que notre application réponde vraiment à ce dont elle a besoin de faire. Donc on veut une application qui marche en prod. Et du coup, la vraie question c'est, ok, on a écrit un peu de tests, moyennement tests, beaucoup de tests, avec différentes stratégies. Mais en fait, on a très peu de feedback sur quelle est la qualité de nos tests, de notre couverture de tests. Est-ce que vraiment ces tests-là garantissent que l'application va fonctionner? Et en fait, finalement, ce qu'on va avoir envie de faire, c'est de tester nos tests. Savoir où on en est au niveau de nos tests. On a beau avoir écrit plein de tests, on ne sait pas trop ce que ça nous garantit, c'est assez difficile de savoir. Donc du coup, quand on se pose cette question-là, il y a plusieurs choses à voir. La première étape, c'est un petit peu l'intuition, c'est-à-dire on n'est pas beaucoup de développeurs, c'est pas une application énorme, on a codé une bonne partie, on a les collègues assez proches, on connaît une bonne partie de la code base, une bonne partie des tests, et bon, grosso modo, ça marche, pas trop de bugs en prod, les mises en prod se passent bien, et donc, avec l'intuition, on est assez confiant que notre couverture de test fonctionne bien. Donc ça, c'est cool, c'est déjà une énorme étape quand on a cette intuition-là qu'on est bon sur ces parties-là. En revanche, plus le système monte en complexité, forcément, moins on va être bon là-dessus, puis on va avoir des trucs un peu plus solides. Donc la deuxième étape, après cette intuition, vous la connaissez tous, c'est la couverture de code. Donc ça, c'est assez simple. C'est grosso modo, on va exécuter nos tests et regarder quels sont les morceaux du code qui sont exécutés durant nos tests. Alors, et très souvent, en fait, on s'arrête un petit peu là, sur ce sujet-là, et il y a plusieurs problèmes avec ça. Donc, la couverture de code, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, on va avoir en vert ou en jaune les parties qui sont exécutées. Donc en jaune, c'est que tous les cas n'ont pas été gérés. Et puis en rouge, les parties qui ne sont pas exécutées. Donc là, souvent, ce qu'on lit, c'est ok, la partie verte c'est testé, la partie rouge c'est pas testé. Et c'est là en fait où on fait l'erreur. Parce qu'en fait, effectivement, la partie rouge elle n'est pas testée, et ça c'est sûr, et peu importe ce qu'on met dedans, on ne verra rien dans les tests. En revanche, la partie verte, elle n'est pas testée. Elle est exécutée durant les tests. Et ça fait une grosse différence. Et donc clairement, le code coverage c'est pas suffisant.
Donc prenons un petit exemple. Donc ici, j'ai un panier avec une liste d'éléments à l'intérieur et une méthode add pour ajouter des éléments à l'intérieur. Donc des petites règles métiers. Donc, on va faire un log, on va vérifier que si l'élément est présent pour envoyer un booléen, dire s'il était déjà présent ou pas, mais on l'ajoute quand même. Et puis on va pas ajouter plus d'éléments que la taille du panier. Donc ce code est très simple. Et on va écrire un premier test pour le tester. Donc ici, j'écris mon test. Donc je suis désolé, c'est du Scala. Je pense que c'est du code qui reste assez compréhensible. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc ici, je fais un premier test, new cart, add shoes. Donc c'est cool. J'imagine que tout le monde voit le problème de ce test-là. Grosso modo, on a oublié de mettre l'assert. Donc du coup, on a du code ici qui s'exécute et qui n'est pas du tout testé. En fait, si on teste un petit truc quand même, c'est que l'exécution de ce code ne lance pas d'exception. Donc là, le test teste qu'il n'y a pas d'exception lancée. Par contre, peu importe ce qu'il fait, on n'a vraiment aucun retour là-dessus. Donc sur un exemple aussi simple que ça, on se dit ok, d'accord, oubliez les asserts là-dessus, on n'est pas débiles non plus. Cependant, en fait, souvent, on a des tests un peu plus compliqués que ça et on va asserter 2-3 choses et pas tout ce qui est exécuté. Donc souvent, dans les tests, on a une partie qui est exécutée mais non assertée et une partie qui est exécutée et assertée. Et donc, on a ce problème-là où on va avoir du code coverage qu'on ne devrait pas avoir, entre guillemets. C'est-à-dire que, en fait, c'est exécuté mais c'est pas testé. Donc, on va améliorer notre test. Donc, code coverage, 100% de code coverage et c'est pas bon. Donc on va tester notre code et on va faire un assert sur le type de retour de notre fonction. Donc là c'est cool, c'est déjà mieux, ça paraît moins louche déjà. Par contre c'est toujours aussi problématique, c'est parce qu'en fait le retour de notre fonction ne dit pas grand chose sur ce qu'a vraiment fait le code. Ici on teste false, en fait le println n'est pas testé, le content, le append et tout ça, il n'y a rien qui est testé finalement. Et ici on voit notamment un des petits travers des fonctions qui sont pas pures, parce que finalement une fonction si le seul bout d'une fonction c'est de renvoyer un résultat, bah, juste à l'exécuter, regarder le résultat et savoir et on sait si elle a bien fait son taf ou pas. Dès qu'une fonction fait autre chose que ça, typiquement ici faire un log ou ajouter un élément dans un autre élément, bah, ça devient beaucoup plus difficile à tester. Donc c'est pas grave, on va continuer, on va s'améliorer. Et on va du coup tester un petit peu mieux que ça. Donc le carte et on va vérifier que y a bien un élément là-dedans. Et donc encore une fois, on a toujours 100% de code coverage avec ce type de test-là. Mais on a toujours les effets de bord qui ne sont pas testés. Donc ici le println par exemple. Mais c'est n'importe quel système externe qui peut être contacté. Typiquement que ce soit un accès HTTP pour aller loguer je sais pas quoi, un accès au file system, des logs, peu importe ce qu'on fait. Dès qu'on va contacter un autre système, c'est très difficile à tester. De la même manière, on ne vérifie pas ici qu'à l'intérieur du panier, il y a bien le bon nom. Donc, typiquement, l'ajout dans la liste n'est pas bien testé. Et de même manière, la condition limite, ici, que ce soit strictement inférieur à la size et tout, c'est pas hyper évident. Du coup, là, on vient de voir 3 exemples de tests où on a 100% de code coverage, mais clairement, le code n'est pas vraiment testé. Donc c'est clairement pas suffisant. Et donc, spoiler alert, la 3e étape, c'est bien sûr la mutation testing. On est tous là pour ça, on va en discuter. Donc la mutation testing, c'est quoi? C'est une technique. Alors c'est pas justement, contrairement au nom, c'est pas une technique de test. C'est une technique pour vérifier ce qu'on a fait dans nos tests. Et ça consiste en quoi? On va créer un mutant, c'est-à-dire une version modifiée de notre programme. Ensuite, on va exécuter les tests et regarder le résultat des tests. Et puis on va recommencer ça tout le temps, pour chaque modification possible du programme. Donc le résultat des tests, il y a 2 possibilités. Soit les tests échouent, donc c'est-à-dire j'ai modifié mon programme et les tests fail. Dans ce cas-là, on dit que le mutant a détecté et qu'il est mort. Et donc ça veut dire que notre programme teste correctement cette modification-là et qu'on ne peut pas la faire passer sans que les tests la voient. Soit les tests réussissent, et donc ça veut dire que cette modification-là, en fait, on peut la modifier, on peut l'envoyer en prod et aucun test ne le verra. Ça passe, ça va pas du tout. Et du coup, c'est là où ça va nous donner des bons indices sur ça c'est testé, ça c'est bien testé, ça c'est pas bien testé. Et grosso modo, mutation testing va nous dire tu peux faire toutes ces modifications-là dans ton code sans que tes tests ne le voient. Et donc du coup, la seule manière de le voir, ça va être manuellement, c'est-à-dire via des QA ou des reports de bugs par les utilisateurs. Mais clairement, toute la partie automatique qui est censée nous donner un peu confiance dans notre application, elle n'a pas de visibilité là-dessus.
Donc, on a parlé des mutants, ça peut être quoi un mutant? Donc, si on reprend notre fonction ici, donc notre code original, qui marche bien, un mutant, ça peut être par exemple enlever une fonction qui a pas de type de retour. Donc ici, on enlève le println, ça fait notre mutant, et là, clairement, avec les tests qu'on avait fait, on voit pas la différence. Un autre mutant, ça peut être par exemple de remplacer la condition, au lieu d'avoir une vraie condition à l'intérieur du if, juste mettre un true tout le temps, ou un false tout le temps, ou varier la condition, et voir ce qui se passe. Et là, clairement, dans les tests, de la même manière, on s'en rendait pas compte. Donc les mutations, il y en a énormément, beaucoup de frameworks de mutation. Donc il y a des frameworks de mutation de testing dans un peu tous les langages là-dessus. J'ai mis des exemples, enfin j'ai un repo GitHub, je mets en lien à la fin où j'ai Java, JavaScript et Scala, mais peut y avoir pas mal d'autres choses. Et en fait, chaque framework de mutation testing vient avec des mutations de base. Et très souvent, là j'ai mis une mutation basique, donc typiquement modifier les conditions, donc de strict à non strict, inverser une condition, remplacer par une constante. On peut avoir aussi, donc typiquement ici, on va avoir un strict avec un non strict, et puis on va voir ce qui se passe. Et souvent ça, c'est très rarement testé. En tout cas, moi, j'ai testé ça très rarement. Je sais pas vous. Donc ensuite, on peut avoir toutes les opérations mathématiques, remplacer plus en moins, multiplier, diviser, tous les incréments, décréments, toutes les opérations binaires, et ainsi de suite, qu'on trouve dans nos programmes. On peut donc ici, par exemple, quand on return un total moins discount, on peut le remplacer par un total plus discount et voir ce qui se passe au niveau des tests, voir si on le détecte ou pas. Donc remplacer des constantes par d'autres constantes, donc un true par un false, un 0 par un 1, et ainsi de suite, et éventuellement même remplacer des variables qu'on a dans notre programme par des constantes. Donc du coup, une valeur auquel on affecte un résultat, hop, on enlève cette affectation-là, on remplace par une constante, et on voit ce qui se passe. Donc ici, typiquement, au lieu de retourner par exemple une variable, on va retourner nul. Et alors on voit qu'ici c'est un petit peu plus compliqué, c'est que ce qui est important dans les mutations qu'on fait, c'est qu'elles aient un vrai impact sur le résultat du programme, parce que sinon forcément les tests ne pourront pas le détecter si ça ne fait pas de modification. Donc ici, si c'était déjà nul, on va lancer une exception. Donc du coup, si existe était nul, c'est pas pareil. Et si existe n'était pas nul, on va retourner nul, et donc du coup, c'est pas pareil non plus. Donc normalement, les tests sont censés être capables de détecter ça. Donc on peut, comme on l'a vu tout à l'heure, supprimer une fonction. Et puis on peut aussi créer nos propres mutations. Donc du coup, les frameworks de mutation testing viennent avec tout un set de mutations possibles, mais on peut nous-mêmes créer les nôtres. Souvent, les mutations, c'est des choses assez basiques, comme ce que je vous ai montré ici. Donc les conditions, les opérations, tout ça. Dès qu'on fait un peu de programmation fonctionnelle, on peut avoir des filters, des maps et ainsi de suite. Et là, on ne va pas trop avoir de mutations. Donc ça peut être intéressant de les ajouter. Mais ça, c'est en fonction. Donc, en pratique, ça ressemble un peu à de la brute force, tout ça. C'est-à-dire que on va regarder notre programme, calculer toutes les mutations possibles, et souvent, il peut y en avoir beaucoup. Et puis, on va lancer les tests pour chaque mutation, et ça prend vraiment très très longtemps, en fait. Et du coup, pour ça, on va avoir des optimisations. Tout d'abord, le framework de mutation testing va lancer la suite de tests et regarder ce qui est couvert ou pas, et forcément faire des mutations uniquement sur ce qui est couvert. Parce que forcément, ce qui n'est pas couvert, les tests ne peuvent pas le détecter. Ensuite, une fois qu'on a une mutation que sur ce qui est découvert, en fait, il ne va pas faire juste du coverage global, en fait, il va vraiment faire le coverage par test, et du coup, pour chaque mutation, il va lancer uniquement les tests qui couvrent cette mutation-là. Donc, grosso modo, si on fait des petits tests unitaires, grosso modo, une mutation, on va lancer 3-4 tests, et ainsi de suite. Et du coup, on va vraiment réduire énormément comme ça la puissance de calcul nécessaire pour faire tourner ça. Ensuite, quand on développe en local, on peut avoir un mode itératif, c'est-à-dire qu'on va le runner une première fois, ça va prendre du temps, il va enregistrer ce qu'il a fait, et les prochaines fois, il va run uniquement sur les fichiers qui ont été modifiés, ou les bouts de code qui ont été modifiés, ce qui permet du coup de le runner beaucoup plus rapidement, indépendamment de la taille globale du programme. On va aussi, donc ça c'est toutes les techniques pour faire plus rapidement possible. En fait, le mutation testing, malgré tout ça, reste assez coûteux en termes de temps de calcul parce que y a souvent énormément de mutations à faire. Donc du coup, l'intérêt c'est de le mettre principalement sur le code critique, donc sur le code métier. Le code UI, on peut le mettre si on veut, mais c'est moins critique. Donc quand on commence, mieux vaut commencer par un petit scope sur le mutation testing, sur les choses qui sont importantes. Et puis aussi, c'est parties qu'on a vraiment envie de très bien tester, qui fonctionnent très bien. Parce que souvent, on va vouloir mettre le mutation testing là où on veut une grosse couverture de tests, ou en tout cas que les tests soient très pertinents.
sur d'autres parties moins critiques, ça vaut peut-être pas le coup d'investir autant dans cette stratégie de test. Et enfin, on peut aussi choisir les mutations activées. Donc typiquement, en ce cas-là, on utilise on n'utilise pas les nuls, même s'ils sont présents dans le langage. Et du coup, remplacer des objets par des nuls, c'est pas très intéressant comme mutation. Et puis ça prend ça génère beaucoup de mutations. Du coup, on peut tout simplement la désactiver pour gagner du temps. Donc clairement, le mutation testing, c'est pas en fonction de ce qu'on active et où on le met, on va pas avoir quelque chose d'exhaustif et des mutations qu'on a disponibles. Mais ça nous aide énormément à voir un peu la qualité de test sur des parties, et on peut tester différentes parties. Donc maintenant qu'on a pas mal parlé, on va prendre un petit peu un exemple et voir concrètement comment ça se passe. Donc ici j'ai une fonction toute simple qui me donne le prix total à partir d'une liste de prix. Donc basiquement c'est juste une somme, on somme tous les prix, on renvoie le résultat. Et on a deux règles métiers, une qui, si le prix dépasse 50, si le prix total dépasse 50, on va faire un discount de 10%. Et si on a plus de 5 éléments, on va faire un discount du prix de l'élément le moins cher. Et si on a plusieurs discounts qui s'appliquent, on va appliquer juste le plus avantageux, mais on n'en applique qu'un seul. Grosso modo, c'est cette fonction-là. Donc là, c'est du Java. Donc, je pense que ça reste assez lisible pour tout le monde. Du coup, on va écrire un premier test. Donc, par exemple, le cas nominal, c'est-à-dire on trigger aucun des deux conditions. Et donc, on a notre résultat ici. Grosso modo, dans le mutation testing, run à la fois le coverage et du mutation coverage. Donc on voit qu'ici on a 48% de line coverage sur les tests et 35% de mutation coverage. Quand on regarde le résumé, on a le rapport qui est généré à la fin. On a les mutants qui ont été activés. Donc ici voilà, increment, bon, c'est tout leur petit nom, et aussi les tests qui ont été pris en compte. Ce qui permet, quand on a différents rapports, de savoir qu'est-ce qui a été joué et tout ça. Et donc le rapport, il ressemble à ça, un peu comme du code coverage, où on a notre code avec des lignes en vert et en rouge. Et par contre, dans la marge, on a à côté des numéros de ligne, le nombre de mutants qui ont été générés par ligne. Donc on voit par exemple sur la ligne 9, il y a eu 2 mutants, sur la ligne 10, 1 mutant, et ainsi de suite. Et du coup, quand on descend un peu dans le rapport, on a l'ensemble de tous les mutants qui ont été générés. Et donc en vert, ceux qui ont été tués, c'est-à-dire où les tests ont échoué quand on a fait le mutant, et en rouge, ceux où les tests n'ont pas échoué. Donc typiquement, si on regarde le troisième, on va replace double multiplication with division. Donc c'est ligne 10, où en fait on a remplacé le total fois 0,1 par total divisé par 0,1. Et vu qu'il n'y avait pas de code coverage, en fait il n'a même pas exécuté ça. Donc il le met dans le rapport, il dit il y a un mutant que je peux générer là, il n'y a pas de code coverage, donc je n'ai pas généré, je n'ai pas exécuté les tests. Mais potentiellement, ça tu peux modifier le code et les tests ne le verront pas. Et puis après on a d'autres qui survivent, par exemple le premier, Change Condition Boundary, donc ligne 9, c'est-à-dire que si on met strictement supérieur à 50, en fait avec le test qu'on a fait, ça change rien. Et donc en fait, souvent, on a des tests qui vont nous générer ça, et puis on va après ensuite essayer de fixer ces mutants-là. Donc on peut rajouter un deuxième test, par exemple, qui est quand ça dépasse 50, donc ici on va avoir un total de 60, et donc on voit qu'on est passé de 6 à 8 mutants tués. Donc les deux mutants qu'on a tués sont ici. La multiplication remplacée par la division, forcément maintenant qu'on fait total fois 0,1, c'est pas pareil quand on fait total divisé par 0,1. Et puis le dernier où on a la soustraction, donc le total moins discount, ligne 18, où grosso modo, en fait avant on avait une discount de 0, donc on additionne ou qu'on soustractionne, ça change rien. Maintenant qu'il est plus 0, c'est détecté. Donc on va faire pareil, un autre test pour l'autre condition, typiquement, qui est quand on a plus de 5 éléments, on va essayer de trigger que ça. Et donc du coup, ici on passe de 8 à 13 mutations couvertes. Et grosso modo, ce qu'on a... Alors, en fait, pourquoi on passe de 8 à 13? Il y en a 5 qui ont été couvertes. Il y a les fonctions somme et min, que je ne vous mets même pas dans les slides, donc c'est là où il y a eu pas mal de mutations couvertes. Mais dans juste ce petit bout de code-là, il y en a juste une. C'est la négation de la condition, c'est-à-dire ligne 14, où quand on fait min price supérieur à discount, maintenant ça marche plus. Ça marche plus. Et donc du coup, on voit qu'il nous manque finalement 3 mutants à tuer. Et finalement, c'est les conditional boundary. Et en fait, c'est ce qui arrive très souvent. Moi, je trouve que quand on a une mauvaise code coverage, on est dans le cas où on n'a que le premier test, c'est-à-dire on a couvert le cas initial, mais le reste, voilà.
quand on se motive un peu, on arrive à couvrir un peu tous les cas d'erreur, comme on l'a fait là, enfin, ou tous les chemins d'exécution. Mais en fait, je trouve, enfin, moi j'ai rarement vu des tests qui aillent tester justement ces limites là-dessus. Donc typiquement qu'on ait un strictement supérieur à 50 ou un supérieur à 40 ou autre. Ici, on va pas le voir dans nos tests. Du coup, on va écrire des tests pour fixer ces choses-là et donc tester les conditions limites. Donc là, j'ai mis les deux cas dans un seul test. Il aurait mieux fallu faire deux tests différents, mais c'est pour l'exemple. Donc du coup, il y en a un, on teste le 50 et l'autre, on teste le 5 éléments là-dessus. Et on voit qu'on passe de 13 à 15. Donc du coup, on a pu qu'il les deux mutants, mais pas le dernier. Le dernier mutant qui nous reste, c'est la condition à la limite pour le min price supérieur à discount. Et en fait, celui-là, on va pas arriver à le tuer. Parce que ici, avec le strictement supérieur, ce qui se passe, c'est qu'on réaffecte le discount uniquement quand le prix minimum est supérieur. C'est-à-dire, bon voilà, on a un discount plus gros, donc on va le réaffecter. Si on le remplace par supérieur ou égal, qu'est-ce qui va se passer? En fait, dans le cas d'égalité, avant, ça rentrait pas dedans, et du coup, ça faisait rien. Dans le cas d'égalité, ça va rentrer dedans, ça va l'affecter, mais du coup, c'est égal, et donc du coup, ça change pas le résultat. Et en fait, c'est là où c'est un petit peu problématique des fois, quand on a des mutants qui changent pas le résultat d'un programme, donc les tests ne peuvent pas le détecter. Donc là, il faut faire attention à ces choses-là. Donc des fois, peut-être en réécrivant le code un peu différemment, on peut arriver à supprimer ça. Sinon, pas trop d'autres solutions là-dessus. Il y a des mutants qui sont pas possibles à tuer parce que tout simplement, ils changent pas le comportement du programme. En tout cas, le résultat. Donc si vous voulez regarder un petit peu plus, il y a ces exemples-là et d'autres sur mon repo GitHub. Donc ils sont en Java, Scala et JavaScript. Si vous vous motivez pour faire dans d'autres langages, vous pouvez m'envoyer des PR, c'est cool. Donc si on résume un petit peu tout ça, l'imitation testing, grosso modo, c'est très facile à mettre en place. C'est un peu comme le test coverage. C'est juste un outil qui vient se plugger en plus sur votre projet. Donc ça peut être juste c'est une dépendance supplémentaire avec un petit peu de configuration. Exactement comme le code coverage. Donc c'est très facile à mettre en place. Il n'y a pas besoin de modifier son projet ou quoi que ce soit. Donc ça c'est cool. C'est bien meilleur en termes de qualité de résultat que la couverture de code. Comme on l'a vu, la couverture de code peut être assez trompeuse selon la manière dont on la lit. Faut vraiment pas le prendre sur ce qui est couvert, ça c'est testé. Faut le prendre dans ce qui est pas couvert n'est pas testé, ça c'est sûr. Et ce qui est couvert, on sait pas en fait. Donc voilà. Donc ça permet vraiment de tester ces tests et d'avoir un vrai feedback sur où j'en suis. Est-ce que vraiment mes tests garantissent que le code fait bien ce que j'attends? Il y a certains mutants qui sont impossibles à tuer, ça peut être un peu pénible, surtout si on essaye d'avoir une bonne mutation, enfin un bon rapport de mutation. Après, comme le code coverage, le but c'est jamais d'avoir un 100%, mais vraiment de s'en approcher un peu et en fonction des objectifs et de la criticité du code, bien sûr. Ça peut être assez loin à exécuter, malgré toutes les techniques, on va dire, pour accélérer ça. Il y a clairement un coût, donc grosso modo, ce qui est conseillé, c'est de faire en incrémental sur sa machine, si on le souhaite, et surtout de le mettre en CI pour le faire de temps en temps, un peu comme les tests d'intégration, et pas les runs à chaque fois. Et un truc par contre que j'ai observé, c'est que en rajoutant ces tests-là pour correspondre aux mutants de mutation testing, souvent ça nous focalise sur des petits détails du code, comme par exemple une condition aux limites, quelque chose comme ça, et on risque d'avoir un fort couplage, enfin, on est incité à faire un fort couplage entre notre code de prod et nos tests, ce qui est jamais une bonne chose, parce que on n'a pas jamais envie de changer les deux en même temps. Donc, il faut arriver à garder un peu de recul quand on rajoute des tests, parce qu'on a trouvé que des mutants pouvaient rester vivants. Parce que faut essayer de pas trop coupler son code, même si du coup on est quand même sur des choses assez spécifiques au passage. Donc voilà, les slides sont disponibles sur bit.ly/mutation testing si vous voulez les récupérer. Et puis du coup, je suis disponible pour vos questions. Ouais, je sais pas combien on a de temps. On a encore du temps, il est pile 17h, donc on a encore 5 minutes de questions et 5 minutes de transition. Parfait. Il y a un monsieur au fond. J'avais une question du coup sur le fait d'avoir des mutants qu'on peut pas tuer. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de dire au framework en fait de dire ce mutant-là, je sais que je le tuerai jamais et de l'ignorer? J'ai pas vu ça dans les frameworks que j'ai testé. Clairement, c'est une feature qui manque.
Après, j'ai pas tout testé, donc il y a peut-être des frameworks où c'est dispo, mais dans ceux que j'ai vus, donc Java, Scala, JavaScript, j'ai pas vu ça. Bonsoir. Tu as parlé de la mise en place que ça pouvait être lourd à exécuter et donc de faire exécuter dans un CI, entre autres. Mais lorsque justement, lorsqu'on on découvre donc les mutants en exécutant ce code-là, et donc en tant que développeur, on réagit et on va rajouter des tests. Donc c'est plutôt, est-ce qu'on va vraiment l'exécuter dans un CI plutôt que sur sa machine en local pour pouvoir écrire ces nouveaux tests, hein? Ouais, effectivement, il y a ce problème-là, c'est qu'on a envie d'avoir une boucle de rétroaction très rapide, comme les tests unitaires, où on a envie de lancer en continu, savoir quand est-ce qu'il pète et tout ça. Là, le vrai problème, c'est que c'est assez lourd niveau exécution, parce qu'en fait, il génère plein de mutants, et du coup, il exécute les tests pour les mutants. Donc le mode incrémental peut être une bonne solution en local, faut voir. Donc ça, tu pourrais le runner en local. En fait, le mutation testing, moi, je le vois un peu différemment que notre test où ça va vraiment nous garantir quelque chose. C'est plus des checks de temps en temps pour dire ok, j'en suis là, et j'ai peut-être une phase un peu, bon, on va rajouter des tests là-dessus, mais pas vraiment en continu. Après, ça, c'est des pratiques, enfin, savoir, mais moi, je vois plus, genre, de temps en temps, tu te fais un rapport de mutation testing pour dire ok, là où on en est. Un peu comme, enfin, là où je suis, le code coverage, on reçoit un mail une fois par semaine pour me dire, voilà, ça en est là, on peut le checker plus souvent si on veut, mais bon, c'est pas un truc que tu regardes en développant, en fait. Tu regardes que ton code coverage il descend pas trop, et puis s'il descend, bon, bah, tu te motives un peu à faire plus de tests. Peut-être que mutation testing, je le vois un peu dans le même style. C'est bon, bah voilà, tu regardes à peu près où t'en es. Puis si un jour tu dis, bon, allez, on se prend 2 jours pour améliorer la couverture de test, tu peux plus te focus là-dessus, mais je le vois pas encore vraiment intégré dans le cycle de dev là-dessus. Mais pourquoi pas, hein. Y a-t-il d'autres questions? Merci pour la presse. Tu parlais des différents niveaux de test avec bien sûr les tests unitaires, composants, tout ça. Mutation de testing, c'est toujours pareil, quand on va aller au plus haut, le end-to-end, c'est la mort absolue, il faut en faire juste ce qu'il faut, entre guillemets. Ouais. C'est quoi les limites de mutation de testing sur le mode de fonctionnement, le focus par rapport à ces familles de tests, entre guillemets? Alors, très souvent, le mutation testing, tu vas runner que les tests unitaires avec le mutation testing. Donc tu vas passer à côté, enfin, je sais pas enfin, à voir, mais souvent, en fait, ce que je vois, c'est que tu runs plutôt, en fait, vu que tu vas générer beaucoup de mutants et runner beaucoup de tests, genre beaucoup plus que juste une exécution de ta suite de tests, t'as envie que tes tests s'exécutent vraiment rapidement. Donc du coup, faire du mutation testing en intégrant tes tests d'intégration, tes tests UI, ça doit être possible, mais par contre, ça doit être assez galère au niveau temps d'exécution. D'autant plus que souvent, plus tu montes haut dans ta stack de tests, par exemple les tests UI, ils sont non seulement beaucoup plus longs à exécuter, mais ils touchent aussi beaucoup plus de code. Donc du coup, tu as la combinatoire de malade, c'est-à-dire que pour une mutation, tu vas exécuter beaucoup plus de tests qui prennent beaucoup plus longtemps, et donc tu as un vrai problème de puissance de calcul brute là-dessus. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt uniquement, enfin, mutation testing est focus sur les tests unitaires. Et de toute façon, vu que tu es au niveau micro de, genre voilà, est-ce que si je change un plus en moins, ça le fait, je suis pas sûr que des tests d'intégration et des tests UI soient hyper pertinents non plus pour le mutation testing. Donc pour moi, ils testent vraiment la qualité des tests unitaires là-dessus. Et après, mutation testing, c'est pas des tests, c'est plus des tests qui te donnent un indicateur sur comment sont tes tests. Mais ça va pas faire du mutation testing, ne va pas t'améliorer tes tests. C'est juste te dire comment toi tu peux éventuellement les améliorer. Encore le temps pour une question. « 3, 2, 1... » Ok, bah merci beaucoup. Loïc.